Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrés à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Friedrich Peter. Friedrich Peter est un professeur d'histoire allemand, originaire de Freiburg, et qui vit désormais à Kehl, une petite ville située à la frontière franco-allemande non loin de Strasbourg. Très jeune, il s'est interrogé sur l'amnésie qui avait frappé son pays par rapport à l'histoire nazie. Grâce à ses recherches, il met en lumière le passé juif de la petite bourgade où il s'est installé. C'est avec beaucoup d'émotion que Friedrich Peter nous raconte comment il a repris contact avec les survivants et les familles juives de la commune et comment il a réussi à tisser avec eux des liens très forts. Friedrich Peter nous parle de ces juifs bafoués par ses ancêtres et qui, malgré tout, ont réussi à ouvrir leur cœur à cet Allemand qui leur a tendu la main. Alors, je suis né à Freiburg, 1946, lorsque j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans. C'était un temps de la grande amnésie en Allemagne. Après la guerre, tout le monde voulait oublier ou ne pas parler dessus. Ainsi, j'ai presque rien appris par mes parents ou par les amis de mes parents, aussi mes professeurs. On savait qu'il y avait des juifs tués, on parlait d'une certaine chiffre, il y avait des gens qui ont contesté ça, c'est pas vrai, etc., etc. Et peu à peu, j'ai beaucoup découvert, je me suis toujours posé la question, pour le pourquoi, si je m'en sers des mots du grand président Richard von Weizsäcker qui a dit, l'Allemagne a perdu la guerre, mais l'Allemagne s'est libérée aussi des nazis. Quand je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, mon père, ses amis, mon entourage, si vous voulez, on a toujours dit, voilà, on a perdu la guerre. On était les perdants. En fin de compte, c'est vrai, on a été libérés d'un système cruel, mortel. Ce qui m'a agacé, c'est parce qu'on n'a pas parlé ni à l'école, ni dans les familles. Et si je parle aujourd'hui avec les gens de mon âge, tout le monde éprouve la même chose que moi. Lorsque j'étais étudiant à Freiburg aussi et en France, on a découvert qu'on a caché la vérité. Et ça m'a incité toujours de savoir plus, de faire des petites recherches. Et lorsque je suis arrivé à Kehl, même déjà comme professeur d'histoire et de géographie et de politique, j'ai vu ce que j'ai vécu à Freiburg en tant qu'adolescent. La même chose s'est reproduit ici à Kehl. Alors, vous nous dites, vous habitez à Kehl, pouvez-vous nous expliquer depuis combien de temps et qu'est-ce que Kehl géographiquement, où est-ce que cette ville est située? Vous pouvez nous expliquer un petit peu où nous nous trouvons actuellement? Oui, Kehl, c'est une petite ville qui a joué toujours un grand rôle dans l'histoire franco-allemande. Kehl se trouve au bord du Rhin, en face de Strasbourg. Et Kehl était toujours lié avec les grands conflits qui ont eu lieu entre la France et l'Allemagne, ou le Saint-Empire aussi. Et par exemple, lorsque Louis XIV a pris Strasbourg, il a d'abord envoyé ses troupes à Kehl pour encercler Strasbourg. Après, dans l'ère de Napoléon, après toujours, lorsqu'il y avait une bataille entre l'Allemagne ou des troupes françaises ou des troupes allemandes, Kehl a été détruite. Et dans les temps de paix, cette petite ville, à côté de Strasbourg, est devenue une ville florissante. On vivait bien. Il y avait un pont, c'était le seul pont qui était depuis le Moyen-Âge, un pont qui liait l'Allemagne et la France. C'était vraiment, en fin de compte, une région géographique très prospère, mais avec un lourd destin pendant tout le temps. Et surtout aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez vous imaginer, pas loin d'ici, il y a la ligne Maginot et le Westwall de ce côté du Rhin,
qu'elle a été détruite, qu'elle était dans son longue histoire de plus de 1000 ans, qu'elle était 7 fois une ville française, après une ville allemande, après une ville française. À chaque fois, les habitants ont dû changer la nationalité. C'est vraiment un destin très très lourd. Aujourd'hui, Kehl, c'est une petite ville à côté de Strasbourg, avec une très bonne entente avec les Strasbourgeois. Voilà. On dit aussi que Kehl, c'est rive droite de Strasbourg. Alors, il y a plus de 10% d'habitants de Kehl qui sont des Français. Il y a un grand échange, il y a un travail transfrontalier, il y a une bonne coopération. Et dans mon travail, on a une très bonne coopération avec la communauté juive, avec les Stolpersteine 67, avec les églises entre eux. On fait beaucoup de projets transfrontaliers. D'accord, vous êtes arrivé donc à Kehl en quelle année? Et par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, que vous sentiez le besoin de connaître la vérité, quelles ont été les étapes de vos recherches et qu'est-ce que vous avez découvert ici à Kehl? Oui, alors mon premier poste, c'était ici à Kehl, 1974. Je pense que si on veut expliquer aux élèves l'histoire concrètement, il faut aller de très près, de trouver les exemples qui sont concevables pour eux. Alors, par exemple, dans les villes, je prends un exemple, si on parle du Moyen-Âge, il faut aussi faire des excursions à Strasbourg. Là, on a une ville médiévale par excellence, ou la gothique, il faut voir la cathédrale de Strasbourg. Et ainsi, dans d'autres époques, il faut montrer aux élèves ce qui se passait dans leur ville, dans leur village, dans leur famille, dans leur entourage. Ainsi, lorsque je suis arrivé à Kehl, j'enseignais aussi le Troisième Reich. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich à Kehl. Est-ce qu'il y avait une communauté juive qui étaient les familles où il y a par exemple des monuments de mort qui racontent beaucoup de choses. Là, j'ai tout de suite compris que, on n'en parle pas des Juifs. C'est le passé, on ne veut plus l'entendre. Schluss. Tout petit, avec un curé et des collègues de mon âge, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait des petites recherches, on a essayé de parler avec les gens qui avaient de l'âge lorsqu'ils vivaient comme ça. Est-ce que vous connaissez des familles juives où ils ont habité, etc., les maisons, qu'est-ce qui est devenu? Alors, dans des petits pas, on a appris quelque chose et tout d'un coup, on a appris qu'il y a une dame qui était juive, qui était plusieurs mois dans le camp de Gurs et qui a pu être sauvée par des organisations humanitaires, qui s'est mariée à Limoges et après la guerre, elle a quitté la France avec son mari et elle s'est installée à Kehl. Elle savait plus, elle avait aussi des contacts, elle connaissait des gens et peu à peu, j'ai reçu quelques adresses des Juifs qui ont vécu ici. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ici pendant le Troisième Reich? Alors, beaucoup de choses. C'est-à-dire, après la prise de pouvoir de Hitler, tout de suite, la persécution est devenue un devoir de l'État. Par exemple, il y avait en avril 1933, il y avait le grand boycott. Les habitants de Kehl n'avaient plus le droit d'acheter des marchandises ou d'acheter quelque chose dans les magasins. Il y avait le docteur Karl Rosenthal qui avait un cabinet médical ici. C'était interdit pour les Kehlois de se faire soigner chez le docteur. Les enfants à l'école étaient discriminés. Tout d'un coup, les professeurs quand un professeur était aussi dans la SA, vous savez, la SA, il avait le droit de professer en uniforme. Alors là, une discrimination a commencé tout de suite dans la vie quotidienne pour les enfants aussi bien que pour les adultes. Les magasins ont dû fermer, ils ont perdu leur existence. Il y a beaucoup de Juifs qui ont quitté Kehl, mais
de l'autre côté, il y avait aussi des vieilles personnes. Un vieux monsieur ou une vieille dame à l'âge de 90, elle ne quitte pas son pays natal. Et surtout, il y avait aussi beaucoup d'entre eux qui étaient honorés dans la Première Guerre mondiale, qui étaient vraiment, c'était des Allemands. J'ai le croix de guerre, ou j'ai honoré, même il y avait des officiers. C'est pas possible que Hitler touche à moi. En plus, je suis allemand, je suis juif, c'est ma religion, mais d'abord, je suis allemand. Alors, c'était plus ou moins, ils étaient plus que chauvins, plus que des chauvins. On ne quitte pas Hitler, ça passe. Dans 6 mois, il faut savoir, la République de Weimar, la République allemande, entre les deux guerres, connaissait, je crois, 23 chanceliers. C'était une situation pas du tout stable. Alors, tous les 6 mois, un autre gouvernement. Alors, Hitler, voilà, il va peut-être 6 mois ou peut-être 12 mois. Mais il y avait des gens qui étaient, surtout les jeunes, à l'âge de 20, 25 ans, lorsqu'ils ont vu ce qui se passe, ils ne voulaient plus rester ici, ils sont partis. Il y avait combien de juifs ici à Kehl? Il y avait 109 juifs à Kehl. Il y avait beaucoup qui ont quitté Kehl. Sur les 109 juifs de Kehl, 64 sont morts. Ils sont restés trop long en Allemagne, où il y avait aussi des Kehlois qui ont quitté Kehl pour la France ou pour la Hollande. Dans la Deuxième Guerre mondiale, ils s'étaient pris par les Allemands ou par les bourreaux, si vous voulez, par Drancy et de Westerbork en Hollande. Ils sont morts à Auschwitz ou à Bergen-Belsen ou ailleurs. Et le 10 novembre 1938, au lendemain de la nuit de cristal, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui, ça c'était une situation qui était, en ce qui concerne la cruauté, exemplaire dans toute l'Allemagne. Alors, à 3 heures du matin, la Gestapo de Kehl a reçu l'ordre de Berlin et de Karlsruhe d'arrêter tous les juifs et détruire la synagogue et de détruire aussi les magasins ou les appartements où il y avait des juifs. Ils ont arrêté vers 4 heures, 5 heures du matin. Ils sont rentrés dans les appartements, ils ont frappé et maltraité les hommes, les femmes. Ils ont cassé les meubles, ils ont jeté la vaisselle par la fenêtre. Et si quelqu'un voulait se défendre, ils s'étaient battus. Ils ont fait sortir les hommes et on les a mis ensemble dans un long cortège. Et de droite et à gauche, il y avait des hommes SS, SA. C'était la SA de Kehl. Et il y avait aussi une compagnie de SS autrichiens qui était là, en fin de compte, pour la défense de la frontière. Après, on a chassé les Juifs dans la villa de la Gestapo. C'est la villa Fingado. C'est parce qu'un industriel avec ce nom-là avait construit cette villa, cette maison. Et après, la Gestapo avait son siège là. Et là, ils étaient interrogés, entre guillemets. C'est-à-dire, ils sont rentrés plus ou moins sans des hématomes et sans de sang, mais lorsqu'ils sont sortis, ils étaient battus, frappés, maltraités, coups de pied, avec des bâtons, on les a traités. Par exemple, le monsieur Rosenberg qui a témoigné ça plus tard, il n'avait plus de dents. Après, on a pris ce cortège des pauvres, des hommes. C'était des hommes entre 16 et 70 ans. Et on les a fait parcourir la ville vers la Stadthalle, c'est-à-dire salle communale ou un truc comme ça. Et là, il y avait une pièce dans la cave. Et là, on les a enfermés. Ils ont dû se déshabiller et rester debout contre le mur. Et là, on a frappé les gens. Entre-temps, on voulait détruire la synagogue. On a cassé les vitres. Ils sont rentrés, ils ont tout détruit. Mais heureusement, ils n'ont pas mis feu
à la synagogue. Mais ils ont tout détruit, alors, même la Torah, etc., etc. Et comment expliquez-vous ce déchaînement de violence ici à Kiel? Est-ce que l'antisémitisme était plus violent qu'ailleurs? Euh, je ne crois pas, mais c'est peu explicable. Mais en fin de compte, tout dépend, je crois, des supérieurs. Eh ben, ils ont excité la population et on sait trop bien que Kiel était en fin de compte une ville brune. Quand on regarde les élections du 3e, à la fin de la République de Weimar, alors Kiel avait plus, le parti nazi était voté à plus de 60% à Kiel, pendant que dans le Reich, c'est-à-dire dans toute l'Allemagne, c'était à peu près 50%. Kiel était vraiment très vite infecté par le virus des nazis. Pourquoi ? Je crois que c'est dû à l'histoire compliquée de l'endroit. Après la Première Guerre mondiale, Kiel était de 1919 jusqu'à 1930 occupé par les Français, avec un régime très très sévère. Alors, ils ont primé pratiquement toute la population de la liberté civile. C'était même interdit de dire quelque chose contre les Français. Alors, on était tout de suite punis par prison. Alors, et ça a excité un certain nationalisme. Alors, et Hitler, avec sa propagande, c'était aussi une propagande contre la France. Si vous vous rappelez, par exemple, les 1923, et aussi les affiches de la propagande des nazis, c'était toujours aussi envers l'Ouest. Les Anglais étaient les ennemis, les Américains étaient les ennemis, les Français, et ainsi la population, tout d'un coup, on se croyait, voilà, Hitler nous a libérés, etc., etc., et maintenant il faut le suivre. Je crois que les Kielois de l'époque étaient très vite affectés par le national-socialisme. Et donc, il y avait 107 ou 109 juifs ici 109 à Kiel. Et ensuite, après la guerre, il en restait combien? Aucun. Hitler et les nazis ont exterminé toute la communauté juive. Alors, il n'y avait plus rien. En 1940, il y avait la grande déportation des gens qui restaient. C'était à Kiel et dans les villages autour de Kiel, il y avait encore à 1940, à peu près 50 personnes. Pour l'anniversaire de Hitler, 1940, le chef des nazis de Bade, du pays de Bade, avait décidé, je vais faire un cadeau à Hitler comme première région de l'Allemagne. Je peux te dire, mon cher Adolphe, dans cette région, il n'y a plus aucun juif. Alors, ils ont déporté tous les juifs du pays de Bade et de la Palatinat vers Gurs. Il s'appelait comment déjà le gars? Robert Wagner et Josef Bürkel, c'était l'autre. Alors, et ça, c'était une très grande déportation. Là, ils ont déporté pratiquement toutes les Juifs qui sont restés ici à Kiel. Le plus jeune avait 6 ans et la personne la plus vieille, elle avait 99 ans. Et pendant 3 ou 4 jours, ils les ont mis dans des wagons de train de bétail vers les Pyrénées. Et c'était le mois d'octobre. Et après, dans les Pyrénées, à Gurs, c'est altitude de 800 mètres. C'était un climat. Et rien n'a été préparé. C'était des baraques, des immenses baraques, et sans chauffage, sans lit. Ils ont dû dormir sur de la paille. Il n'y avait pas des toilettes, rien du tout. Disons, le régime de Vichy n'était pas préparé à un transport de 6000 personnes dans 2 ou 3 jours. Et en plus, on a arrêté les autres juifs de toute la France qui étaient en exil de tous les coins de Paris, etc., etc. Donc c'est le régime de Vichy, en fait, qui a procédé à la déportation des juifs de Kiel? Ils étaient d'accord. Vous savez aussi que le régime de Vichy était aussi antisémite. Ils ont fait cette loi et des prescriptions et arrêté les juifs, surtout les juifs étrangers.
il y avait pas mal de juifs étrangers. Et en fin de compte, ils étaient persécutés encore une deuxième fois, comme par exemple Klaus Rosenthal de Kehl, qui était à Paris, ou d'autres, les Kaufmann ou n'importe quel nom. Donc excusez-moi, pour bien comprendre, donc Wagner fait déporter les Juifs et c'est la France qui s'occupe des transports ou j'ai mal compris? D'abord, Wagner a fait arrêter tous les Juifs ici à Bade, dans le pays, et ils ont transporté ça jusqu'à Chalon-sur-Saône. À partir de Chalon-sur-Saône, la France était responsable de ces Juifs-là. Quoi faire avec maintenant? Il y avait déjà des camps de déportation, par exemple Rivesaltes, les Milles, etc., etc. C'était des camps qui étaient érigés pour, par exemple, Gurs, pour les Espagnols rouges. Après, il y avait des camps comme Rivesaltes dans le Midi pour les étrangers ennemis. Parce que lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, quoi faire avec les étrangers? D'abord, il y avait beaucoup d'Allemands qui se trouvaient en France, alors on les a considérés comme ennemis étrangers. Alors ils ont été arrêtés et ils ont dû rester dans des camps comme ça. Lorsque les Juifs de Bade et de Palatinat sont arrivés, voilà quoi faire avec. Alors Vichy a décidé de les mettre dans le camp de Gurs. Et à partir de 1941, en fin de compte, Hitler a forcé ou s'est mis d'accord avec Pétain que maintenant c'est le temps, après la conférence de Wannsee, de déporter les Juifs aussi de la France. Alors maintenant, livrez-moi les Juifs. Alors c'est-à-dire, on a vidé les camps en France. Par Drancy, il y avait les grands rafles des Juifs. D'abord, on a livré les Juifs étrangers et après aussi les Juifs français. Et après, Auschwitz ou des autres camps où on a tué les Juifs. Et donc, vous, lorsque vous êtes arrivé à Kehl, vous vous êtes aperçu qu'il n'y avait plus aucun Juif dans la ville. Oui. Et comment se fait-il maintenant que vous avez contact avec tous les survivants? Pouvez-vous nous expliquer votre histoire? Oui, alors, à un moment donné, j'avais une adresse, j'ai une adresse, et c'était Madame Noël, et Madame Noël, elle connaissait une autre adresse, c'était Fritz Wertheimer. J'ai écrit une lettre à Fritz Wertheimer, qui a pu fuir avec sa famille, c'est-à-dire avec son père, sa mère. Il était jeune, il avait 14 ou 15 ans lorsqu'ils ont pris la fuite après la Reichskristallnacht. Je lui ai écrit une lettre et dit pas de problème, je viens dans 6 semaines, on va se rencontrer. Il est venu, il parlait encore le patois d'ici, voilà, il me trouvait sympa. Il m'a raconté, ah oui, je connais encore un autre à Buenos Aires, je connais quelqu'un à New York, je connais quelqu'un en Israël, etc., etc. Il m'a donné des numéros de téléphone, il m'a donné des adresses. Ainsi, j'ai téléphoné, j'ai écrit des lettres avec des photos de mes élèves, voilà. Et tout d'un coup, peut-être 10 ans après, j'avais toutes les adresses. Et quelles ont été les réactions des survivants lorsque vous les avez contactés? Alors, sauf une exception, c'était une réaction très très positive. Je crois qu'ils avaient un certain, peut-être un petit cafard vers la patrie, et surtout, moi je suis d'une autre génération. Ils m'ont connu, voilà, d'abord peut-être aussi comme mec sympathique, mais aussi comme voilà, je partage votre pensée et je suis très malheureux de votre destin. Et maintenant, je fais un grand pas lorsqu'on a invité pour la fête de la réconciliation, ou même plus tard avec Ruth ou n'importe qui, ou maintenant Harry. Je peux vous envoyer les messages WhatsApp avec des cœurs, etc., etc. Pouvez-vous nous parler justement de Harry et quelle est sa particularité? Oui, Harry, alors sa vie, son père est mort avant la prise de pouvoir des nazis, et sa mère et lui ont vécu avec le grand-parent ici à Kehl-Gewerbestraße. Et tout d'un coup, il est né 1923, alors il a 100 ans maintenant, et il vit à Tel Aviv. Et Harry
où ses parents, où sa mère et son grand-père ont vu que la vie est insupportable en Allemagne, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour partir, parce qu'il fallait avoir de l'argent. Il fallait payer une Reichsfluchtsteuer, c'est-à-dire des impôts sur la fuite. Alors c'était vraiment cruel. On avait tout perdu. On avait tout perdu. Seulement vraiment les gens avec de l'argent pouvaient partir. Ou clandestinement et rester. Mais ceux qui avaient de la famille. Alors, il y avait encore la possibilité, ça s'appelle Alisha, il y avait des institutions juives encore qui fonctionnaient, qui ont accueilli les enfants dans des différentes villes. Et ainsi, il est parti pour Hambourg à l'âge de 15 ans. Et là, il a fait une petite formation agricole pour être envoyé vers la Palestine. Et ça, c'était possible. En fin de compte, cette organisation juive a donné beaucoup, beaucoup de sous à l'État allemand pour qu'un bateau rempli de juifs, de fugitifs, pouvait regagner la Palestine. C'était la diplomatie, entre guillemets. Harry est parti à l'âge de 15 ans et il était dans un kibbutz après. Il a travaillé là et ses grands-parents et sa mère étaient d'abord à Gurs, 1940. Lui, il est parti tout juste avant la Reichskristallnacht en 1938. Ses grands-parents et sa mère ont perdu la vie à Auschwitz. Alors, Gurs, Drancy, Auschwitz. Après la guerre, il a appris la mort de sa mère et de ses grands-parents. Et ainsi, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de Harry Bruchsala. Il me dit, écoutez, monsieur, je suis un tel et j'ai appris que vous travaillez sur la communauté juive. Moi, je suis Harry Bruchsala. Eh bien, 2 ans après, il était là avec ses deux filles et sa famille. On était aussi au camp de Gauche de Struthof. Et là, s'est développée une très grande amitié. J'étais le voir en Israël. Harry, il s'est marié avec une femme juive de Berlin. Comme j'ai 2 fils à Berlin, ils sont allés voir mes fils à Berlin. Et puis, et surtout, lorsqu'il était là, il a vu mes enfants. Ils avaient 10, 12, 14 ans, mes enfants. C'est sa femme, Sarah Bruchsala, elle dit à mes enfants, écoutez, j'ai l'âge de votre grand-mère et maintenant, je suis votre grand-mère, juif ou juif israélien. Alors moi, je ne pouvais pas plus respirer. Pour moi, c'était... Et pour mes enfants aussi, c'est vraiment un compliment énorme. Et en fin de compte, ça s'est passé il y a 20 ans. Il est considéré, Harry, alors sa femme est morte, mais Harry est considéré comme un grand-père de mes enfants. C'est absolument génial. Et votre engagement, à travers votre engagement, vous n'avez pas l'impression de réparer ce qu'ont fait vos ancêtres ? Oui, je crois. Oui. C'est-à-dire, il y a vraiment une très belle phrase qui m'a écrit la fille d'un juif qui a pu se sauver en Argentine. C'est Marion Rosenberg. Elle a fait sortir un petit livre écrit par une journaliste allemande, argentine, sur la fuite de son père. Et elle m'a dédié ce petit livre en m'écrivant dedans « Merci Friedrich, tu as bien soigné nos plaies familiales ». Et ça, c'est, en fin de compte, je répare pas, mais je soigne la grande plaie. Et je crois, même 1 ou 2 générations après, quand on a un tel destin comme les Juifs, qui ont dû quitter l'Allemagne, alors on a toujours l'impression qu'on est amputé de la jambe ou du bras. On appelle ça en allemand la douleur de fantôme. Je crois que c'est ça. Et pour moi, c'est un honneur et aussi une grande responsabilité vis-à-vis mes élèves et ma famille.
aussi comme en tant qu'Allemand d'aider à soigner ses plaies. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Qu'est-ce que je sens? Je suis très content. J'ai trouvé un peu la paix intérieure. Alors, je peux vous raconter encore une autre histoire. C'est Madame Margot Wertheimer. Margot Wertheimer qui vivait à New York. 2013, j'étais avec ma fille à New York et elle était la cousine de Ruth. Vers la fin de l'année, j'ai toujours écrit à tous les amis juifs de Kiel une grande lettre. C'était marrant aussi parce qu'en fin de compte, entre eux, ils ne communiquaient pas. Ils ont toujours communiqué par moi. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, oui. Alors, moi je dis, voilà, écoutez, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire d'un tel ou de celle-là, et n'oubliez pas ça. Ah, merci Friedrich que tu me rappelles de ça. Alors, c'est très marrant. Alors, j'ai toujours écrit une lettre, ainsi je savais quelque chose de l'existence de Margot. Je lui ai écrit une lettre, je lui ai demandé qu'elle m'écrive quelque chose sur la famille, etc., parce qu'il fallait dire aussi que les archives n'étaient pas encore ouvertes à l'époque. Maintenant, ça y est. Maintenant, on peut prendre les actes. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Ces lettres, c'était un peu, pas exubérant, c'était tout juste sachlich en allemand. Et 2013, ma fille, qui avait terminé ses études aux États-Unis, on fait un voyage et on s'arrête à New York, puis je vais voir Margot. Je lui écris. J'ai dit, oui, c'est vrai, vous voulez venir? Oui, j'ai réécrit une lettre. Oui, je voudrais bien venir. On ne communiquait pas par mail. Alors, c'était une lettre. Après 2 semaines, encore une réponse, ainsi, etc. Et je savais qu'elle était la cousine de Ruth. Alors, je téléphone à Ruth. Et j'écris une lettre aussi à Jacob. Oui, elle a des problèmes avec les Allemands. Elle a perdu toute sa mère et toute la famille. Elle écrivait en allemand. Elle savait mieux l'allemand que l'anglais. Bon, tu peux essayer de la rencontrer, mais je ne te promets rien. Alors je dis, voilà. Avant le départ vers les États-Unis, je lui téléphone et je lui dis, je vais venir. Oui, c'est bien. Alors, on arrive à New York et je lui téléphone à New York et elle me dit, mais donnez-moi votre numéro de téléphone de l'hôtel, je vous rappelle. C'était un rappel de contrôle. Alors, elle était toujours méfiante. Bon, alors, vous pouvez venir avec votre fille, je ne sais pas, 15 heures ou un truc comme ça. On était reçus, avec une grande distance, si on veut. C'était une vieille dame. Et là, j'avais ma fille avec, qui avait à peine 25 ans. Elle était très charmante, elle parlait bien, elle tchatchait. Et tout d'un coup, la classe s'est brisée. Et elle nous trouvait peut-être aussi sympathique. On a parlé de sa jeunesse et elle racontait à ma fille lorsqu'elle était jeune ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vécu. Alors, on se comprenait. Alors, on est arrivé à 3 heures dans l'après-midi. Tout d'un coup, c'était 5 heures. Et tout d'un coup, elle sortait du gâteau, kosher. Elle ne voulait plus qu'on la quitte. Il y avait encore son fils. Mais c'était vraiment une ambiance. Elle a sorti un tas de photos et nous tous expliqué. Pour moi, comment je dis, c'est pas un choc, mais c'était étonnant. Et tout d'un coup, elle m'explique les meubles. Ça, c'est une armoire qui appartenait à mes parents. Et lorsque les nazis sont venus, on a vidé notre appartement à Kiel et on a transporté les meubles à Strasbourg et on les a mis dans une entreprise de garde. Et plus tard, ça a été transféré aux États-Unis. Et sur une vitrine, il y avait un chien en porcelaine blanc, un berger allemand. Un berger allemand, et elle m'expliquait, c'était un cadeau pour le mariage de ses parents, des amis. Alors, elle a pu garder ça.
Il était fier. Et ça, je retrouve dans un appartement à New York. Elle avait un peu handicapé, elle avait une canne, elle boitait, elle ne bougeait pas bien, elle avait aussi trop de poids. Eh ben, elle voulait aller aux toilettes, mais elle ne pouvait pas se lever. Elle voulait que ma fille l'accompagne vers le WC, qu'elle attende pour la reprendre. Alors, elle est tombée amoureuse de ma fille, peut-être, je ne sais pas. Comme ça, et c'était bien. Et tout d'un coup, elle me tutoyait. Elle me disait, Friedrich, je le dis en allemand, bevor du aus den USA wegfliegst, rufst du mich bitte nochmal an und sagst mir, wann du wiederkommst. Avant que tu quittes les États-Unis, tu me rappelles et tu me le dis quand tu reviens. Et en sortant de l'appartement, il y avait l'ascenseur, on rentre dans l'ascenseur, et tout d'un coup, le fils, qui n'a presque pas parlé un seul mot, parce qu'il ne comprenait pas l'allemand, me disait en anglais, « Je crois, vous avez ouvert le cœur de ma mère. » C'était pour moi. Ouais, c'est très émouvant. Oui, et ma fille, elle a pleuré. C'était ça, oui. Maintenant, elle est morte. Elle est morte. Ouais. Ça vous a marqué cette histoire? Oui, beaucoup de choses. On voit très bien, n'importe à quel âge, la seule chose qui compte, c'est l'humanité, c'est être conscient qu'on soit un homme, qu'on soit un homme digne de soi-même. Parfois, j'ai l'impression que je connais des histoires familiales plus intensives, beaucoup plus profondes que les membres de la famille. Et Vous êtes en contact avec combien de personnes juives qui ont survécu? oh, je dirais maintenant une trentaine. Oui. Et oui, c'est très intensif, c'est très intensif. Et bien maintenant, je suis arrivé à un tel mariage, mais je peux pas voyager autour du globe, c'est pas possible. Mais je suis très heureux parce qu'il y a aussi des survivants comme M. Kaufmann ou Freddy Rosenberg. Je sais très bien, je suis une personne de qui a téléphoné ou qui a écrit encore avec cette personne avant qu'elle soit morte. Ça, c'est pour moi, c'est aussi quelque chose. Et vos enfants? Ils me soutiennent, papa, ce que tu fais, c'est bien, continue, est-ce que je peux t'aider quelque chose ou un truc comme ça. Par exemple, si quelqu'un comme Harry a son anniversaire, c'est tout à fait normal que mes enfants lui envoient un grand bisou qui téléphone. Surtout mon fils Christophe qui participe très dans son âme. Il participe dans son âme. Pour mes enfants, ce qui est valable aussi, ils ont des contacts avec les descendants de ces familles de leur âge. Alors, ils se rencontrent à Berlin, ils se rencontrent n'importe quoi, ils sont liés avec Facebook, etc. Bon, il y aura un moment où ça se perd. Là, j'en suis sûr. Mais ce qui est très important pour moi, que j'ai pu élever mes enfants dans cet esprit-là de réconciliation, de l'humanité, qu'il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que la raison d'État. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est la part de ces victimes d'avoir ouvert aussi leurs portes et leur cœur de nouveau. Oui, ça c'est très important. Et parfois, c'est difficile à comprendre si quelqu'un se remercie envers moi. Dit, merci Friedrich que tu fais ça pour nous. Je dis non, c'est moi qui dois dire merci. Vous savez, le cœur est ouvert et eux, ils disent merci parce que j'ai pu un peu ouvrir le cœur. Et en fin de compte, c'est à moi que je dois me remercier. Merci que tu m'as tendu les mains. Et si quelqu'un comme Klaus Rosenthal, que j'ai connu depuis 1988, on s'est
tutoie. On était vraiment aussi des grands amis comme Harry Bruchsal, un monsieur qui avait un tatouage sur le bras. Et je peux parler avec lui de ça sans préjugés. Il me raconte ça, il me raconte de sa petite fille, etc., etc. Maintenant, il est mort, Klaus Rosenthal, mais on a téléphoné tous les 2 semaines de l'Argentine. On a écrit des lettres comme ça, incroyable. Et vous avez aussi contribué à beaucoup de choses dans la ville de Kehl, par exemple la pose des Stolpersteine ou alors la pose de plaques commémoratives. En fin de compte, j'ai commencé avec des projets scolaires. Et avec les projets scolaires, je voulais atteindre les élèves. Et le moyen, c'était des documentations. J'ai commencé à écrire avec les élèves des documentations. On a cherché dans les archives de Kehl après, dans les ménages particuliers, on a reçu des lettres, des photos, etc. Et on a tous documenté, parce qu'à l'époque, les archives étaient fermées. Alors c'était pion par pion. On a ramassé, on a collectionné, on se croyait des scouts, si vous voulez. Bon. Et tout d'un coup, la ville et d'autres organisations civiles, comme les églises, ont pris fin aussi. Les journalistes voulaient s'intéresser et tout d'un coup est devenu en fin de compte un mouvement, si je peux le dire, où on s'occupait. Voilà. Et la ville a découvert tout d'un coup, on a aussi un passé juif. Et heureusement, à un moment donné, la ville a créé un poste. Après-guerre, la ville n'avait pas, malgré 1970-80, n'avait pas un archiviste qui avait créé vraiment un archive scientifique dans la ville de Kehl. C'est peut-être les villes comme Strasbourg, universitaires, qui avaient des grandes archives. Et à Kehl, l'archive, c'était quelque chose pour un employé, pour un administrateur, mais pas pour un historien et qui avait fait des études de l'archivisme. Alors, ce poste a été créé et tout d'un coup, voilà, ça a pris vitesse dans la recherche. Les archives de Freiburg, des universités, les archives de l'État se sont ouverts parce qu'il y avait une loi avant que ça a été fermé 90 ans. Seulement pour des recherches scientifiques, mais pas pédagogiques. Et il y avait aussi un mouvement en Allemagne, voilà. Maintenant, il était temps de faire de recherche, de découvrir, de déchirer le rideau et de laisser de la lumière rentrer dans cette pièce. Et là, il y avait un monsieur et après une dame, c'est Frau Dr. Scherb, qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, on a retrouvé tous les documents des archives de l'État, etc. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Il y avait un juif, M. Richard Naumburger, qui était à un moment donné à Kehl, qui a pu prendre la fuite vers la France, mais il était marié à une femme chrétienne. Et tout d'un coup, par la recherche de Madame Scherb, l'archiviste, on a trouvé les actes du divorce. Et avec toutes les lettres des différents avocats et des bureaux de l'État, etc., pour le divorce. Parce qu'en fin de compte, l'État nazi avait forcé les femmes chrétiennes de demander le divorce du mari. Alors, et par ces lettres des avocats, en fin de compte, on a pu ressentir la situation et en plus, on a appris pratiquement toute la biographie. Alors, c'est incroyable. On a eu beaucoup d'informations historiques, etc., etc. Et maintenant, il faut transporter cette information dans la ville. Et maintenant, c'est aussi la mémoire, c'est aussi la transmission dans les écoles, dans notre commune. C'est devenu très important. On a créé une association qui s'appelle Initiative 27 janvier, parce que le 27 janvier, c'était la libération du camp de concentration d'Auschwitz.
Et nous, une grande partie, c'est de poser des Stolpersteine et de commémorer, de faire des projets, de collectionner de l'argent pour que les gens puissent, des classes puissent faire des excursions. Quand il y a une date spéciale, entre guillemets, comme par exemple la date de la Reichskristallnacht, on fait un polissage des Stolpersteine transfrontalier avec les amis de Strasbourg. Voilà, il y a un échange entre notre association avec l'association Stolpersteine 67 de Strasbourg et aussi avec l'UNISTRA. On travaille ensemble avec la faculté historique de l'UNISTRA de Strasbourg. Alors c'est devenu vraiment une chose qui est devenue une partie de la vie de Kehl. Et je crois aussi que c'est bien connu en Argentine, c'est bien connu Je reçois des coups de téléphone de n'importe quelle université dans le monde. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est un beau modèle, c'est un beau modèle. Merci, Monsieur Peter. Vous pouvez montrer maintenant dans la ville ce que vous avez fait, ce que vous et votre association ont fait. Oui, volontiers. Merci. Allez, on y va. On y va. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie Friedrich Peter pour le temps et la confiance qu'il m'a accordé. Dans le prochain épisode, il nous emmènera à la découverte du passé juif de Kehl.